Merci de nous rejoindre, Bénédicte et Florian, et merci à Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche, on va dire une jambe, une branche de la France Insoumise. Je suis correct si je vous dis ça, Danielle? Oui, je suis oratrice nationale de la France Insoumise. Et Claude Pasternak, qui est aujourd'hui fondateur du site l'important.fr et qui a incarné pendant la campagne présidentielle, on va dire, la société civile, à côté de plusieurs associations et mouvements comme celui d'autres participants. On va commencer, Florian Philippot, si vous voulez bien, sur un débat qui fait l'actualité aujourd'hui, Bénédicte. Et oui, alors évidemment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va en débattre puisqu'on est ici pour débattre. Bien entendu, il ne s'agit pas spécifiquement d'une interview politique. L'affaire des fainéants. Donc on va réécouter Emmanuel Macron et puis on va écouter Jean-Luc Mélenchon. Je serai d'une détermination absolue et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Je trouve que c'est une situation absolument inouïe que celle qui prévaut dorénavant. Le chef de l'État s'en prend aux Français régulièrement d'un pays à l'autre. Alors en Roumanie, il les a traités d'une chose, en Angleterre d'autre chose, en Autriche. Et puis alors là, cette fois-ci, on en est carrément rendu aux injures. Mais qui sont ces fainéants, ces extrémistes? Qu'a-t-il dit encore? C'est cynique. Il s'en prend à tous ceux qui résistent à sa politique. Mais je crois d'abord qu'on doit dire ça. Le président de la République française ne doit pas commenter la vie politique française depuis l'étranger. C'est une règle qu'on s'est toujours donnée. Alors, il y a au moins un point d'accord entre Florian Philippot, puisque tout à l'heure vous nous avez répondu vous avez réagi à cette intervention du chef de l'État, et Danielle Simonet. Tous les deux, vous êtes choqués, scandalisés par les mots utilisés par le président, les fainéants. Écoutez, dans un débat, il ne faut jamais mépriser le peuple. Et c'est pas comme ça qu'on aborde le débat. Mais je dirais que Madame Le Pen a fait exactement la même chose ce week-end lorsqu'elle a insulté finalement les Insoumis, tout simplement parce qu'elle n'a finalement pas grand-chose à dire sur la rentrée. Et son groupe est totalement absent de l'Assemblée nationale dans la confrontation extrêmement importante qu'il faut mettre en place contre la politique. Vous nous dire elle a eu des propos à l'égard des Insoumis. Islamo-trotskiste, voilà, avec des allusions, voilà, totalement passéistes et gravissimes. Bon, mais parce que, à un moment donné, ils n'ont pas d'argument. Je veux dire, le Front National est totalement absent à l'Assemblée nationale, est en incapacité de s'opposer à la loi travail. La France Insoumise et son groupe à l'Assemblée nationale a fait un travail remarquable d'arguments. Moi, je souhaite vraiment que toutes celles et ceux... Emmanuel Macron pendant ce quinquennat. Oui, tout à fait, dans ce pays, oui, c'est clair. Et nous souhaitons y contribuer fortement parce qu'il faut créer un rapport de force dans le peuple pour mettre en échec la politique de ce gouvernement et ne pas laisser faire ce coup d'État social à travers non seulement les ordonnances, mais aussi les appels et tout un tas de mesures. Donc il y aura le 12 septembre et le 23 septembre. Il sera dans la rue le 12 septembre, Florian Philippot. Le 12 septembre et le 23 septembre. Vous savez pertinemment que ceux qui méprisent et ne cessent d'insulter les organisations syndicales ne viendront pas organiser le rapport de force. Et la nécessité aujourd'hui, c'est de créer au contraire cette mobilisation très forte. On souhaite que le 12 septembre soit une réussite, le 23 septembre que le peuple déferle. Et le 21, la CGT a rajouté. Exactement, et toutes les actions qui permettront de créer une prise de conscience que revenir sur un siècle d'acquis de droit social et de remettre en cause finalement l'ordre social en revenant vraiment sur la hiérarchie des normes, le principe de valeur, c'est très grave, parce que c'est vraiment des principes républicains qui sont mis à terre. Juste une chose, c'est vrai que Marine Le Pen a tapé fort sur la France Insoumise hier. Vous avez dit, Danielle Simonet disait que c'était absolument scandaleux, vous avez dit je vais répondre là-dessus, donc allez-y. C'est pas, évidemment pas sur les électeurs, mais sur les dirigeants. Ceux qui, alors vis-à-vis du fondamentalisme islamiste, excusez-moi, mais vous êtes d'un angélisme absolument coupable, parce que ne pas nommer même le problème, ne pas vouloir le combattre, se donner les moyens, fermer les mosquées radicales, expulser les fichiers étrangers, etc., retrouver des frontières nationales, sortir de Schengen, je trouve que ça fait preuve. Deuxième mot. Par contre, quand vous parlez de... Sur la lutte contre le terrorisme. Quand vous parlez d'insultes au peuple, dites à M. Mélenchon de ne pas traiter les électeurs du Front National de gros ballots dans les bars. Il n'y a pas de gros ballots dans les bars, ça n'existe pas. Non, mais quand il dit les électeurs du Front National, regardez-les, ces gros ballots dans les bars, ça c'est injurieux. Et là, il parlait clairement des électeurs et non pas des dirigeants. Sur la lutte contre le terrorisme. Je ne vais pas recevoir de leçons. Monsieur Philippot, sur la lutte contre le terrorisme. Oui. Comment ça se fait que le Front National était à ce point-là silencieux sur les problèmes, par exemple, de l'entreprise Lafarge,
qui, à un moment donné, pour continuer d'exploiter une cimenterie en Syrie, en territoire occupé par Daesh, a préféré payer des groupes armés. On a découvert par la suite que finalement celui qui s'occupait d'organiser le marchandage avec les groupes armés djihadistes était justement un membre du Front National qui avait été candidat pendant les municipales. Peut-être est-ce pour cela que le Front National était à ce point-là silencieux. Or, la question de la lutte contre ceux qui financent le terrorisme est extrêmement importante. Et là, bien sûr, terrorisme comment ? Il y a toujours un silence, vous pouvez le nommer, complet. Est-ce que vous pouvez le qualifier, ce terrorisme ? Des groupes Daesh Mais terrorisme comment ? Mais ça me pose aucun problème de dire qu'il y a des groupes terroristes qui utilisent la religion islam pour finalement donc faire ils sont quoi ? Ils sont où est le problème ? Il y a un problème, vous le dites pas. Ça fait non, il n'y a pas de problème. Ça fait 30 secondes que je vous demande de dire un simple adjectif. Ils sont islamistes. De dire qu'il y a des groupes islamistes. Ah, voilà. Où est le problème ? Vous l'avez dit, très bien. Très bien. Remarquez chez vous, il y a des députés, quand on fait ce jeu, qui ne veulent pas dire vive la France. Donc je me demandais si vous étiez dans la même position. Il y a une députée qui refusait de dire par rapport à cette vive la France. personne du Front National. Mais moi je préfère dire vive la France. N'a pas été inquiétée, elle est toujours membre du Front National. Où est le problème ? Non, je crois pas qu'elle soit encore membre du Front. Donc ceux qui financent le Front National, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait scandaleux, mais on n'est pas responsable de la vie professionnelle et personnelle de chacun de nos 80 000 adhérents. Excusez-moi, sinon vous aurez peut-être des surprises aussi parmi vos adhérents. Mais vous savez, à un moment donné, vous êtes l'idiot utile du système. Vous prenez le problème par le petit bout de la lorgnette. Non, c'est pas un petit bout de la lorgnette. Je vous ai parlé frontières, je vous ai parlé mosquées radicales, je vous ai parlé fichiers étrangers, je vous parle d'imams étrangers à mettre dehors. Vous savez, si vous voulez aider nos compatriotes musulmans qui n'ont rien à voir avec tout ça, heureusement une large majorité, nommez le mal, combattez-le sans pitié, dites vraiment les choses, n'ayez pas peur d'avoir des frontières. Elle l'a dit, Daniel Simonet. On va demander. Elle l'a dit, il a fallu. Je n'ai pas de leçon. Je reviendrai aussi sur la loi travail. Vous êtes des défenseurs de la laïcité quand vous ne cessez de la malmener. On va juste faire rentrer dans le. Je vois pas où, au contraire. Pasternak qui nous regarde aussi avec des yeux d'historien. Est-ce que je peux répondre sur la loi travail d'un mot ? Juste sur la manière dont on combat la loi travail. La meilleure manière, quand même, aussi, c'est de dire d'où viennent les choses. Il faut dire que tout ça, ça vient de l'Union européenne. Ça tombe pas du ciel. Il y a de pas la même manière que la loi El Khomri répondait à des injonctions européennes. Moi, j'ai absolument pas de problème de dénoncer ça. Attendez, et vous savez qu'elle est... Pardonnez-moi, juste une seconde. Mais ça, je ne l'entends pas. Vous n'êtes absolument pas en désaccord avec l'ordre économique établi. Votre projet politique n'est pas de le remettre en cause, mais c'est de défendre tout simplement derrière votre programme, finalement, de défendre un capitalisme national. Est-ce que vous voulez un référendum sur le Frexit ou pas ? S'il vous plaît, pardonnez-moi. Est-ce qu'on peut on va lui poser la question après. Vous voulez bien ? On lui pose la question après. Claude Pasternak, je voudrais voir comment vous regardez ce débat, effectivement. Et les fainéants aussi d'Emmanuel Macron. Alors d'abord sur les fainéants, un commentaire. Vous avez employé le terme mépriser le peuple. À aucun moment, je pense que le président de la République n'a souhaité mépriser le peuple. C'est pas au peuple qu'il s'adresse. Aucun président de la République s'adresserait au peuple français en traitant les Français de fainéants. Non. Il s'est adressé clairement à ce qui se passe dans ce pays depuis 30 ans, c'est-à-dire, en gros, depuis 30 ans, beaucoup de Français souhaitent une transformation de ce pays et rien ne bouge. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy avait promis la rupture, François Hollande le changement, et à l'arrivée, globalement, rien ne s'est passé. Donc aujourd'hui, lorsque nous avons, je vous rappelle, 6 600 000 personnes inscrites à Pôle emploi, et que chaque année, le nombre de chômeurs augmente, je vous rappelle que ce chiffre de 6 600 000, il date du mois dernier, c'est pas d'il y a 3 mois. Donc nous sommes dans cette réalité-là. Aujourd'hui, il faut absolument remettre au cœur du système les gens qui sont hors du système. Et que tout ce qui a été organisé en France, et de façon remarquable au moment de la libération, c'est-à-dire ce compromis historique signé entre une partie de la bourgeoisie et une partie de la classe ouvrière, entre Torres et De Gaulle, il faut le remettre en cause, pour faire un capitalisme d'État, c'est-à-dire que ce compromis historique a été formidable, il a fait des avancées sociales, économiques, industrielles exceptionnelles. Simplement, il a plus de 75 ans. Et ce système a été créé alors que tout le monde était au cœur du système, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chômage. Je vous rappelle qu'on est à des taux de croissance à 6%. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec quasiment 10 millions de personnes hors du système, et on nous dit ne touchons à rien. Ce n'est pas possible. Mais qui dit ne touchons à rien ? Globalement, la situation aujourd'hui de ces grandes communes d'État qui sont devenues une bourgeoisie d'État, et de l'autre côté d'une classe ouvrière qui s'est dépérie dans une bureaucratie syndicale, aujourd'hui, l'intérêt de cette bureaucratie syndicale... 6% syndiqués. Oui, mais... Donc ça pèse quoi ? C'est-à-dire que vous pouvez pas dire que la classe ouvrière s'est dépérie dans une bureaucratie syndicale. Mais... La classe ouvrière a été laminée surtout. Parce que la France a été désindustrialisée. Quand vous faites la loi El Khomri,
qui a été très très mal gérée, très mauvaise pédagogie, qui revient à quoi la loi El Khomri? C'est de s'adresser aux Français et de dire toi, travailleur, ton contrat de travail va être moins bien, t'es pour ou contre? 80%, il dit contre. Simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est 80% de contre reviennent légitimer la CGT qui ne pèse que 1,2% de ces gens-là. Donc, on est dans un système aujourd'hui qui est totalement bloqué, figé, et vous aussi bien que le Front de gauche, ou la France insoumise, nous dit ne touchons à rien. Vous dites que les conservateurs, vous dites que les conservateurs, ils sont sur ce plateau. Je veux faire plein de choses. Nous proposons nombre d'avancées. Arrêtez de dire que nous ne proposons rien. Ce qui vous est reproché, Daniel Simonet, ce qui vous est reproché, c'est d'avoir, ce qui vous est reproché, pardonnez-moi, avant le Conseil national de la résistance, c'est d'avoir annoncé cette journée de mobilisation, d'avoir lancé un appel à la mobilisation avant même la fin des négociations ou des concertations, puisque c'était le terme employé, syndical. Madame, dans le gouvernement, on dit d'accord, c'est de l'opposition systématique. Non, parce que dans la démarche de Macron, même si nous n'avions pas connaissance du contenu des ordonnances, qui déjà montre le déni démocratique, parce qu'on organise des concertations. C'est pas ce que disent les syndicats. Avec les mais pas tous. Mais on les organise de manière séparée, sans aucune transparence. Ils ont des accords. Même la CGT reconnaît que pour la première fois, il y a eu un dialogue. La CGT, elle dit également que cette méthode, que cette méthode justement de diviser pour mieux régner, de faire des rencontres bilatérales sans que le document officiel qui tombera à l'arrivée ne soit énoncé n'est absolument pas démocratique. Mais surtout, nous savions d'ores et déjà que la volonté de M. Macron à travers les ordonnances, c'était d'aggraver l'inversion de la hiérarchie des normes. On ne savait pas jusqu'où ça irait, mais c'était bien d'inverser la hiérarchie des normes. Et regardez, le résultat, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la branche, et non plus au niveau de la loi, eh bien, on va pouvoir fixer le CDD. Et donc, comme il y a 700 branches, vous allez avoir autant de CDD différents. Et c'est une rupture de l'égalité des salariés devant la loi et une précarisation terrible. Et c'est au niveau de l'entreprise que va se négocier les primes. Sauf que les primes, sur le salaire, c'est extrêmement important, c'est 20%. Vous croyez qu'ils font ça pourquoi? Pour permettre au niveau des branches de baisser les salaires. C'est un contenu catastrophique. Tout ça, ce que ça donne un front syndical qui se fissure. On en a parlé beaucoup, ça donne un front syndical. Vous allez voir, vous allez voir le 12 septembre, énormément de sections syndicales, toutes confédérations syndicales confondues seront présentes, mais aussi de la CFDT et aussi même de la CGT qui vont être présents le 12 septembre. Et vous verrez que le 23, il y aura énormément de citoyens et de citoyennes qui n'ont pas d'ailleurs accepté de se faire insulter de feignants et qui prendront la rue. Gloria Philippot, vous n'avez pas l'impression finalement que cette opposition vous échappe? Parce qu'on voit bien qu'effectivement sur les ordonnances travail, comme le disait Claude Pasternak, finalement vous êtes tous les deux contre, mais pour des raisons peut-être un peu différentes. Encore que pas tant que ça. Ils sont pas tous contre. J'ai vu que Monsieur Ménard, comme il est pas au sa femme était favorable. Comme il n'y est pas, ça tombe bien. Sa femme est bien députée Front National. Je suis en désaccord avec lui. Et je suis persuadé qu'elle votera visiblement pour. En tout cas, c'est ce qui a été pour l'instant annoncé. Donc il y a une incohérence totale. Enfin, il y a une crise dans le Front National. Ce sera sa responsabilité, ça. Mais pour le reste, mais je crois qu'il y a un malentendu sur le mot réforme. Pourquoi on a des présidents qui se permettent de dire les Français sont contre les réformes? Absolument pas. Simplement, ce qu'on a appelé réforme depuis 20 ans, c'est simplement appliquer ce que demande l'Union européenne, systématiquement. C'est vrai dans le domaine économique, avec ses lois travail, la loi El Khomri avant, l'ouverture totale des frontières, la directive détachement des travailleurs, etc. Mais c'est vrai aussi dans le domaine migratoire. Là, la Cour de justice de l'Union européenne vient de dire à la Hongrie et à la Slovaquie, vous n'avez pas le droit de refuser les quotas de migrants. Donc c'est vrai dans tout domaine. Donc évidemment que si les réformes ne consistent qu'à ça, qu'à des reculs permanents, alors évidemment, il y a un malentendu. Mais moi, je propose plein de choses. Moi, j'aimerais qu'on aille vers le patriotisme économique, qu'on donne une priorité aux PME françaises dans les marchés publics. J'aimerais que la France retrouve sa souveraineté monétaire. J'aimerais que la France retrouve sa souveraineté commerciale, puisse refuser le traité CETA de libre-échange avec le Canada, qui sera d'ailleurs aussi mauvais pour l'environnement, parce que c'est un aspect du dossier Irma dont on n'a pas parlé. Est-ce que vous vous êtes fait griller à la priorité sur le dossier Donc, je refuse, moi, cette étiquette sous les deux conservateurs, parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais elles ne sont pas dans le logiciel européiste. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce d'aveuglement du système qui ne veut pas voir ces réformes. Est-ce que vous serez audible? Parce que c'est vrai qu'on voit bien, la mobilisation, elle est plutôt syndicale, politique avec la France insoumise. Mais vous savez, vous connaissez le Front National est divisé, Daniel Simonet vient de nous le rappeler. Est-ce que c'est pas un combat sur lequel vous n'allez pas être audible pour les Français? Mais vous connaissez pas encore tous nos députés. Moi, je vous invite à ils vont s'exprimer, y compris médiatiquement. Inviter le député Pajot, le député Bild, député Evrard, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et vous verrez, ce nom-là, vous les connaissez pas encore beaucoup, mais ils s'exprimeront. Il faut les faire s'exprimer, et vous verrez à quel point c'est la cohérence. Quand je vous reprochais, c'est vrai, parce que je pense que c'est un vrai problème de cohérence. Vous ne dites jamais d'où ça vient.
On a le sentiment qu'il y a le méchant patron ou le méchant capitalisme. Moi, je remets pas en cause le capitalisme. Je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il peut être. Vous êtes bien attaché. Vous êtes même. Mais je suis pas pour la révolution bolchevique. Moi, je suis pour un système beaucoup plus social, beaucoup plus juste. Pour la révolution citoyenne, pour la restauration de la souveraineté du peuple. Alors, j'ai découvert quelque chose d'ailleurs, madame. J'ai découvert dans le programme de la France Insoumise, il y avait le référendum d'initiative populaire, comme chez nous, mais chez nous, c'est 500 000 signatures. Chez vous, c'est 9 millions de signatures. 20% des inscrits. Est-ce que vous pensez une seconde que c'est possible de déclencher un référendum à partir de 9 millions de signatures? On va essayer de faire impossible. On va faire simplement une petite photographie de ce qui se passe dans la France politique aujourd'hui. Clairement, il faut reconnaître à la France Insoumise que la France Insoumise, en termes de proposition d'opposition, c'est une opposition cohérente. Pourquoi? Parce qu'il y a un leader, ce leader est reconnu, et disons globalement, il y a une cohérence idéologique. Il y a un programme d'avenir en commun. Il y a en tous les cas une cohérence idéologique. Alors on la partage ou on la partage pas, mais c'est une réalité, et c'est pour ça qu'il y a émergence. À côté de ça, il y a un éclatement quand même politique profond. Alors je pense qu'on sera d'accord sur deux points de vue. Sur le troisième, je pense qu'on ne sera pas d'accord, mais il y a une réalité que le Parti socialiste est aujourd'hui à l'agonie totale, c'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas de cohérence politique et il n'y a pas de leadership. À droite, on voit ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que il y a une révolution qui s'est passée, c'est-à-dire que ce qui existait, ce que Macron appelle le vieux monde, a été laminé, et au Front National aujourd'hui, par la fragilité de ce qu'a été Marine Le Pen et la difficulté qu'elle a eue, en particulier dans le débat du deuxième tour, qui l'ont marqué, il suffit de voir les résultats du JDD où 73% des Français considère qu'elle n'est pas en capacité de diriger le pays, c'est-à-dire qu'elle fait 7 points de plus de négatifs par rapport à ce qui préexistait avant ce débat. On est dans une situation de géographie politique, et là je ne fais que l'observateur de cette géographie politique, où la seule cohérence qu'on peut retrouver politique aujourd'hui, c'est la France Insoumise. Alors on va changer de sujet. Le deuxième sujet, ça va être avant Irma, et surtout le soubassement politique d'Irma, puisqu'on va l'entendre tout de suite. Il y a eu des déclarations à la fois à droite et à gauche sur les responsabilités de l'État sur l'ouragan. Regarde. Moi je proposerais, voyez-vous, que l'on fasse une commission d'enquête parlementaire pour savoir si on a prépositionné des forces militaires et civiles en nombre suffisant alors qu'on savait que l'ouragan arrivait. Très clairement, je crois qu'il y a une défaillance de l'État à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Il me semble qu'il y a aujourd'hui un défaut d'anticipation, à tout le moins, de la part des services de l'État. Il va y avoir des renforts, mais plusieurs jours, ils vont arriver une semaine après le passage d'Irma, alors que le phénomène était annoncé. Daniel Simonet, est-ce que vous continuez à demander la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la manière dont ça a été géré ? Bien sûr, parce qu'il va falloir connaître la vérité. On a quand même le sentiment qu'il y a eu un grave problème d'anticipation et qu'il n'y a pas eu les moyens suffisants à la hauteur amenés sur place. Notamment pour maîtriser les bien sûr. Et puis après, on voit aussi que l'ampleur des dégâts révèle aussi toutes les inégalités qu'il peut y avoir sur les territoires de la République. Et que, encore une fois, il faut que cessent ces politiques d'austérité. On va avoir bientôt le prochain budget national qui va encore aggraver et mettre en place une saignée à l'encontre des collectivités. C'est terrifiant parce qu'au contraire, on voit bien qu'on n'a pas trop de services publics, mais pas assez de services publics. On n'a pas trop de politique et de puissance publique, mais pas assez. Et moi, je transmets toute ma solidarité avec l'ensemble des populations. Ce qu'ils ont vu, c'est terrible. Merci beaucoup, Daniel Simonet. Claude Posternac, merci infiniment d'être venu sur le plateau du Live Politique.